Bonjour amis bidouilleurs et bidouilleuses et bienvenue dans cette vidéo où on va faire une interview pour approfondir un peu plus la vidéo qui est sortie en même temps que cette vidéo-là. Donc je vous conseille d'abord d'aller voir la vidéo sur l'imagerie satellite et la gestion de l'eau avant de regarder cette vidéo-ci, puisque on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et pour rentrer un petit peu plus dans le détail, je suis en compagnie de Dominique Couraud. Bonjour. Bonjour. Et donc, vous êtes directrice de recherche à l'INRAE. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus en détail ce que vous faites et présenter le laboratoire dans lequel vous travaillez? Voilà, donc je suis directrice à l'UMR-EMA. Donc, c'est une unité mixte de recherche. EMA, ça veut dire Environnement méditerranéen et modélisation des agro-hydrosystèmes. Donc, on s'intéresse particulièrement au pourtour méditerranéen et on essaie de comprendre le fonctionnement des agrosystèmes en fonction des contraintes du changement climatique et des changements d'usage. Donc ce laboratoire, bon, on va commencer par on va dire par les questions assez classiques. Donc on parle d'hydrologie. On va dire le laboratoire, vous êtes à peu près combien à l'intérieur de ce laboratoire? Ça fait combien de temps qu'il existe? Alors, le laboratoire EMA, donc c'est environ 60-70 personnes. Donc, il y a des permanents et des non-permanents, parce qu'on accueille beaucoup d'étudiants. Donc, ça peut être des doctorants, des stagiaires, des post-docs. Donc là, le nombre, suivant les années et les périodes, ça varie entre 10 et 40. En nombre de permanents, donc il y a des maîtres de conférences, des professeurs pour l'université, des techniciens. Et puis, côté INRA, il y a des chercheurs et des ingénieurs. Donc, les chercheurs ont environ 33 personnes, 35, 25 techniciens. Et voilà, vous avez une estimation globale. Ah, donc c'est quand même Un bon gros labo, laboratoire. Ouais, c'est un je un pense, gros labo. qui est bien identifié en fait au niveau du centre PACA dans ce qu'on appelle le pôle qui s'intéresse à tout ce qui est impact des changements globaux. Voilà. D'accord. Et donc justement, impact des changements globaux, on va déjà commencer par rappeler le contexte, parce que l'eau, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Moi, de ce que j'ai cru comprendre en regardant d'autres vidéos de collègues vulgarisateurs, notamment la chaîne du Rodolphe de la chaîne du Réveilleur, on mettra peut-être le lien dans la description, qui parle un petit peu de l'eau en général et des enjeux autour de l'eau. De ce que j'ai compris, c'est quand même un sujet qui est important, mais qui est aussi localisé. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que sur le pourtour méditerranéen, on est dans une zone où on est vraiment un hotspot où il y a des événements un peu extrêmes, où il y a des périodes de sécheresse qui sont importantes, qui vont avoir des impacts sur les cultures, et puis aussi des événements extrêmes parfois au niveau pluviométrie. Et donc, nos recherches, elles portent, essayer de comprendre l'impact de ces changements climatiques, de ces sécheresses sur le fonctionnement des agrosystèmes, des cultures. Alors, en fait, je ne sais pas si je peux partager des diapos là, Si, bien sûr, pour pas de montrer souci. les questions qui se posent dans nos régions et les questions auxquelles on cherche à répondre. Juste pour resituer le contexte de nos recherches et les enjeux, c'est dans nos régions méditerranéennes, on a vraiment une demande croissante de la ressource en eau à cause de ces changements globaux. Et dans les changements globaux, on implique et on englobe les changements climatiques avec des températures qui sont parfois extrêmes, avec des canicules plus importantes, et puis aussi parfois des zones où il y a beaucoup trop de pluie à certaines périodes. Et il y a de plus en plus de conflits pour accéder à cette ressource en eau, parce qu'il y a différents usagers. Il n'y a pas que les cultures, mais il y a aussi les usages au niveau du territoire de l'eau. Et donc, il y a aussi une augmentation des besoins d'irrigation dans ces cultures et dans ces régions sud. Il y a des cultures qui n'étaient pas irriguées jusqu'à présent, comme la vigne, qui demande des dérogations pour pouvoir avoir des productions qui soient correctes. Et on travaille en particulier à Avignon sur les secteurs qui sont autour de nous, en particulier dans le Vaucluse, mais aussi dans la Crau. Et on a des programmes actuellement parce qu'il y a des déséquilibres entre les prélèvements et les disponibilités qui se font au niveau de l'eau. Donc l'enjeu, c'est vraiment de proposer une gestion adaptée pour un développement durable
à l'échelle du territoire. Donc c'est important de comprendre et pour ça, quelles sont les pratiques agricoles qui sont au niveau du territoire, qui sont liées à l'irrigation. Il y a différents types de sols, il y a différents types de pratiques. Et on cherche à développer des méthodes, voilà, pour estimer ses besoins des cultures et apporter les quantités nécessaires, suivant les possibilités, pour avoir un développement durable et une production acceptable. Voilà, ça resitue vraiment notre domaine de recherche et les enjeux. Ouais. Oui, on peut revenir là. J'avais des exemples. On voit régulièrement sur dans les journaux, en fait, presque chaque été, les zones rouges dans le Vaucluse, en fait, qui souffrent de restrictions ou de sécheresse. Donc justement, là, il y a une question que je me posais parce que on voit qu'il y a de plus en plus de canicules, etc. Je pense par exemple à la fameuse canicule de 2019 où on a eu le record de température. Alors il semble en plus que c'était vers mon coin puisque c'est 46 degrés, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, c'était bon. Après, c'est le chiffre qu'on affiche, mais c'était vraiment aussi. Est-ce que le nombre de canicules, de sécheresses augmente dernièrement avec le réchauffement climatique? Est-ce qu'on voit en fait sur la région un effet, on va dire, sur le long terme s'installer? Est-ce qu'on a des tendances qui sont en train de s'installer? Alors, c'est sûr qu'il y a des tendances au niveau des relevés climatiques. Donc, sur les postes météo, on voit clairement qu'il y a une tendance à aller aux élévations de température et puis des fréquences plus importantes au niveau des canicules. Donc ça, c'est plus la météo et les météorologistes qui vont nous fournir ces scénarios là, climatiques qui vont nous permettre voilà, de se projeter dans le futur et d'imaginer, de développer des méthodes pour pouvoir s'adapter à ces nouveaux climats. Voilà. Donc les enjeux sont quand même assez importants, surtout bon, dans le sud de la France et on imagine dans plein d'autres régions dans le monde, puisque l'eau, c'est quand même c'est la vie. Ça paraît bête à dire ça, mais quand même. Donc on va revenir sur bien sûr les méthodes, on va dire satellites, etc. On va y revenir dessus. Juste quelque chose qui me paraît assez intéressant, c'est que vous avez une démarche donc on va dire quantitative avec des analyses d'images, des mathématiques, des logiciels, etc. Mais il y a aussi une démarche, on va dire, qualitative. C'est-à-dire vous allez voir aussi les agriculteurs, tout ça. Je dis ça parce que pour préparer cette vidéo, j'avais pu contacter sur Twitter quelqu'un qui est dans l'agriculture pour qu'il m'explique en fait les principes de base de l'irrigation. Parce que c'est vrai que bon, c'est vraiment un domaine dans lequel je ne suis pas... habituellement, je ne navigue pas, donc il fallait que j'ai un petit peu des cours de rattrapage. Justement, en fait, il me parlait aussi qu'il y avait pas mal de solutions qui étaient proposées. On aura peut-être l'occasion d'en reparler après. Et il me disait que voilà, il y avait aussi on va dire la théorie et puis il y avait l'expérience à côté et que l'expérience était quand même assez important, qu'on ne pouvait pas tout faire derrière un ordinateur. Donc je trouve ça intéressant aussi ces démarches d'aller voir directement les agriculteurs. Oui, tout à fait. En fait, c'est essentiel. On a vraiment toujours cette double approche. On n'est pas toujours derrière notre ordinateur, mais c'est important de comprendre comment les agriculteurs fonctionnent, comprendre leur stratégie. Il y en a certains qui vont apporter plus d'eau et puis d'autres moins. Et pour savoir pourquoi, est-ce que c'est à cause du sol ou est-ce que c'est à cause des variétés qui sont plus précoces ou plus tardives? Donc, c'est vraiment important en fait de les interroger. Donc, on va régulièrement en fait sur le terrain discuter avec eux. Il y a des enquêtes, voilà, qui se font avec eux. Et puis, on essaie d'avoir le maximum d'informations, voilà, pour comprendre un petit peu tout un ensemble de facteurs qui vont intervenir pour savoir pourquoi il y a besoin plus d'eau à tel endroit ou moins. Il y a le climat, il y a le sol, il y a le développement des cultures qui va jouer. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Oui, voilà. Donc pour revenir sur les outils type algorithme, logiciel, etc. Donc de ce que j'ai compris, vous développez des logiciels qui sont, on va dire, des suites d'algorithmes qui sont donc développés directement au laboratoire pour pouvoir faire du traitement de données et donc de faire ressortir on va dire, des variables intéressantes
au niveau de tout ce qui est irrigation, etc. Euh, Ces outils, comme par exemple, donc, de ce que vous avez, enfin, de ce qu'on avait discuté, il y a par exemple Evaspa qui est donc pour l'évapotranspiration. Donc je rappelle que l'évapotranspiration, j'explique dans la vidéo, c'est grosso modo la consommation d'eau des plantes. Et donc voilà, qui est exprimée en millimètres par jour. Et il y a aussi une suite logicielle qui s'appelle BVNet qui permet d'estimer donc on va dire des variables qu'on appelle le biophysique de la végétation. Donc là, il y a tout un tas de noms un petit peu complexes comme l'indice foliaire, des choses comme ça. Alors on va peut-être pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail, notamment sur l'évapotranspiration. Comment on fait donc pour estimer cette évapotranspiration? Parce que de ce que j'ai compris, on ne peut pas la mesurer directement, et donc il faut passer par des méthodes indirectes, c'est ça? Oui, alors on peut la mesurer, mais très localement. C'est-à-dire que si on met D'accord. des mesures en fait dans une parcelle, dans un champ, on va pouvoir mesurer voilà, différentes choses qui vont nous permettre d'estimer l'évapotranspiration. Mais ça, on ne peut pas mettre des mesures partout, en fait. C'est le problème. Du coup, on utilise des images satellitaires. Donc, en fait, ça va nous donner aussi des informations sur l'état de la surface des parcelles. Et ces images, elles sont prises suivant les satellites avec différentes longueurs d'onde. Donc, c'est ce qu'on fait des bandes spectrales. C'est comme des images qui sont prises dans le vert, dans le rouge, dans le proche infrarouge et dans le thermique. Et on va combiner ces informations dans ce que vous appelez des algorithmes, dans des modèles qui vont nous estimer ces consommations en eau. Donc, il y a différentes approches. C'est vrai qu'on utilise pour cartographier l'évapotranspiration, on utilise souvent des informations dans le thermique. Et le thermique, ça va nous donner une température de surface. Et la température de surface, elle est vraiment directement reliée à l'état hydrique du sol. Quand il y a beaucoup d'eau, en fait, dans une surface, dans un champ, on sait que ça va être plus froid et elle va évaporer plus. Plus il y a d'eau, plus elle y aura une consommation importante. Et à l'inverse, plus c'est sec, plus c'est chaud, et moins il y aura d'évaporation. Donc, on voit le lien avec les données thermiques. Et puis, on utilise aussi des données dans le visible, dans le rouge, dans le proche infrarouge, pour avoir des informations sur le développement du couvert. Donc, plus le couvert va se développer, il va y avoir des feuilles ou une croissance de la culture, plus elle aura besoin d'eau. Donc, on a besoin, voilà. Le couvert, c'est la superficie que la plante prend sur le sol, c'est ça? Oui, voilà, par exemple, on peut imaginer un maïs qui va pousser. Bon, il aura besoin voilà, quand ses feuilles vont s'ouvrir et qu'il va pousser de plus en plus, il aura besoin de plus en plus d'eau, en fait. Donc, pour suivre sa croissance, on va utiliser des images qui sont prises à différentes dates et dans différentes bandes spectrales pour pouvoir avoir une information sur l'état, en fait, du maïs, à quel stade il est dans son développement, et pouvoir estimer ce qu'on appelle effectivement sa surface foliaire, c'est-à-dire comment il va se développer, la surface verte qui va se développer par rapport au sol. Voilà. Donc en fait, effectivement, il y a eu des algorithmes qui ont été développés dans notre laboratoire donc vous avez parlé d'Evaspa et puis de BVNet. Ce sont des sortes de modèles qui vont nous permettre d'estimer des indicateurs des cultures pour suivre leur consommation en eau et le développement de ces couverts, de ces cultures. Et concrètement, ça se passe comment? Donc, les données sont ressorties sous la forme de cartes, de graphiques. Voilà, alors ce qui est de plus en plus intéressant maintenant, c'est qu'il y a des plateformes qui sont accessibles à tout le monde, de données satellitaires qui sont déjà presque pré-traitées. Il y a un certain nombre de corrections qui ont été effectuées dessus. Donc les images sont superposables, on les récupère et puis on va les mouliner dans notre ordinateur, dans nos algorithmes, pour en extraire les variables qui nous intéressent, qui vont permettre de suivre le développement du couvert, la hauteur du couvert, en fait le développement tout au cours tout le long du temps. Donc on peut suivre sur un graphique
la croissance voilà, des cultures ou des prairies irriguées, par exemple. Et puis, ensuite, on peut aussi, de la même façon, à chaque fois qu'on a des images, faire des cartes et voir, ces cartes, elles vont nous permettre de voir quelles sont les zones qui ont le plus besoin d'eau ou qui sont en stress, où il y a eu des problèmes de sécheresse. Voilà. Donc le stress hydrique, je rappelle, c'est quand la plante n'a pas assez d'eau par rapport à la réserve qui est disponible. Sachant que on a 3 moyens d'apporter l'eau, soit par la pluie, soit la réserve qui est dans le sol, soit l'irrigation. Alors, ces données, est-ce que on peut... c'est vrai que ça, j'en parle pas dans la vidéo. Est-ce que ces données sont généralisables très facilement? Parce que, par exemple, on en reparlera après, mais le réseau Sentinelle, les satellites Sentinelle sont capables de faire la totalité des terres émergées du globe. Est-ce que je peux prendre... est-ce que ça va sortir des données pertinentes pour l'ensemble de la surface du globe? Ou est-ce que ça marche, on va dire, si par exemple je connais le champ? Par exemple, si je sais que là, il y a du blé, je vais pouvoir avoir des données pertinentes. Ou est-ce que ça fonctionne pour tout? Parce que par exemple, je me posais la question pour la nature, par exemple la garrigue, la forêt, etc. Est-ce que je peux avoir des données pertinentes aussi pour ce genre de surface? Oui, donc vous avez raison, les satellites, ils tournent autour de la Terre et il y a des images en fait partout, sur la garrigue, dans le désert, en fait, sur toutes les surfaces avec des résolutions dans le temps et puis au niveau des pixels très variables en fait. Donc on peut acquérir des images vraiment sur toutes les surfaces. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on veut derrière, qu'est-ce qu'on cherche, est-ce que c'est de juste cartographier qu'est-ce qu'il y a comme culture, est-ce que c'est du blé, de la prairie ou du maïs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de faire une cartographie de l'occupation de surface. Donc il y a déjà des choses qui existent partout, sur l'ensemble du globe aussi, qui sont accessibles. Mais par contre, si on les veut très précisément, donc en fait vraiment suivre au niveau des saisons comment ça se développe et puis comment ça change aussi dans une région, là effectivement il faut des méthodes qui soient peut-être un petit peu plus détaillées pour identifier ces différentes cultures. Donc à l'échelle de la France, il y a quand même chaque année maintenant des cartes qui sont réalisées et qui vont faire l'inventaire des principales cultures. On aura par exemple des céréales d'été. On n'aura pas forcément le détail, tournesol, sorgho, maïs. Voilà, pour avoir le détail beaucoup plus fin, il va falloir faire des observations quand même sur le terrain pour être sûr quels sont les modèles. Il y a des méthodes de classification qui existent et qui peuvent être utilisées sur l'ensemble du globe. Après, elles sont plus ou moins précises. Il y a souvent quand même besoin d'aller sur le terrain. Après, pour tout ce qui est milieu naturel, garrigue, etc., il y a aussi des modèles qui permettent d'avoir des estimations des consommations en eau sur ces types de surfaces. C'est plus ou moins précis suivant les modèles que l'on applique. Donc, voilà, si on veut quelque chose de plus précis, je pense qu'effectivement, il faut, ça nécessite souvent quand même d'avoir des mesures et des observations aussi sur le terrain en parallèle. D'accord, parce que après aussi le propos derrière, la question que je me posais, c'est qu'effectivement, on ne peut pas juste prendre des images satellites et en faisant tourner un serveur pendant quelques heures, on sort la quasi-totalité de la consommation d'eau de la Terre entière, de tous les champs, avec précisément quelle culture est où, etc. Quoi. Donc c'est plus compliqué que ça en fait. Il suffit pas juste de faire tourner BVNet. Oui, en fait, BVNet tourne sur toute une catégorie, enfin il pourrait tourner sur toute la Terre, il tourne déjà sur plein, ce qu'on appelle des tuiles, là, c'est des sortes de grandes surfaces d'images. Il va tourner sur toute la France bientôt. Donc ça c'est assez fin et ça sera utile. Après, sur l'ensemble du globe, il y a déjà beaucoup de serveurs qui proposent des cartes d'estimation en eau, d'évapotranspiration, qui sont à des résolutions très grossières. Enfin, c'est 1 kilomètre et ça sert pour plein d'applications hydrologiques ou climatiques.
Après, voilà, c'est pas forcément très précis. Et si on veut savoir dans son champ, effectivement, qu'est-ce qu'il y a eu comme consommation en eau, il faut faire un zoom avec un satellite un petit peu plus précis. Ben justement, voilà, les logiciels, donc là on a parlé de ces logiciels ou d'autres travaux qui sont faits dans le laboratoire. Donc, vous disiez, ça va tourner sur l'ensemble de la France. Donc, en fait, on va dire, l'utilisation dans le futur, ça, c'est destiné à être utilisé à quelle échelle et pour quel type de public? L'agriculture, est-ce que ça va servir aussi pour d'autres modèles? Je pense par exemple, je sais pas, à la gestion par exemple de la ressource naturelle sur des plus larges parcelles que juste des champs. Enfin, est-ce que ça, vers quel type d'organisme, on va dire, est destiné ce genre d'outils? Toujours sur BVNet, vous parlez là ou pas? Je suis plus Bon, perdue. Du coup, oui, enfin en tout cas, ouais, ces algorithmes qu'on développe, ils peuvent en fait, peuvent s'appliquer à plein d'échelles différentes, que ce soit à d'accord. l'échelle de la parcelle ou à très large échelle ou voir le globe. Et du coup, il peut y avoir des applications très différentes pour les météorologues pour mieux caler leur modèle et estimer le climat. Ils ont besoin de bien décrire la surface, mais ça peut être aussi en hydrologie quand on fait des descriptions du fonctionnement d'un bassin versant pour estimer des débits d'eau, etc., des bilans. Donc il y a vraiment énormément de types d'applications en fait. Et D'accord. puis nous, en fait, quand même, dans notre labo et dans notre unité, on est quand même plus focalisé à l'échelle du territoire pour répondre à des questions et des enjeux qui sont vraiment voilà, plus comment dire, régionaux sur les tensions sur l'eau et donc plus appliquées de l'échelle de la parcelle à l'exploitation au territoire. On a un domaine plus limité, c'est pour ça qu'on se concentre sur des satellites plutôt à fine résolution, voilà, comme les satellites Sentinelle. Est-ce que donc ouais, vous avez quelques exemples d'utilisation de cas concrets Oui, alors en fait, un cas concret qui a été fait et qui a été exporté en fait, à une société, en fait, au gestionnaire de la nappe de l'Accro. C'était dans la région de l'Accro, donc, Mhm. où il y a des prairies irriguées. Donc cette zone, elle se situe entre Arles et Salon et Fos-sur-Mer. Il y a des prairies irriguées qui sont irriguées tous les 10 jours de mars à septembre. Et l'irrigation de cette nappe, elle est très importante parce qu'elle va produire le foin de Crau, qui est un foin de qualité qui est exporté partout. Et puis, cette irrigation, il y a 70% de cette eau qui va passer directement dans la nappe et qui va alimenter la nappe. Et cette nappe phréatique, elle est utilisée par les villes. Il y a plein d'usages, en fait, sur cette nappe. Et on a développé ce qu'on appelle un simulateur sur l'accro, donc qui va coupler différents modèles, qui utilisent des images pour savoir où sont les prairies et leur développement et qui va estimer la consommation en eau de ces prairies donc, et ce qui va passer dans la nappe. Et puis, ce simulateur, il permet d'envisager des scénarios. Par exemple, il y a des développements de plateformes logistiques sur l'accro où il y a des restrictions d'irrigation. Donc, on peut imaginer différents scénarios et voir quel est l'impact à la fois sur les productions de prairies, est-ce qu'il y aura moins de production et de combien, et puis quel est l'impact sur le niveau de la nappe. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui va permettre d'avoir des prospectives, en fait, comment dire, envisager en fait des démarches Mhm. suivant différents types de scénarios et qui est utile pour les gestionnaires du territoire. D'accord. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble en fait de tout un territoire Oui, tout et à fait. voilà. Et de faire une sorte de bilan hydrique, on va dire, Oui, ouais. voilà. Ok. Il y a en fait les gestionnaires de l'eau sur certains secteurs, quand il y a des périodes de crise ou de sécheresse, ils doivent apporter de l'eau, mais ils n'en ont pas assez pour tout le monde et ils se posent la question de savoir quel est le secteur qui est le plus important à irriguer et où est-ce qu'ils doivent délivrer de l'eau. Et ils n'ont pas forcément des données qui sont vraiment des cartes qui leur permettent d'avoir un diagnostic sur cet état de sécheresse des surfaces. Donc en fait, avec nos outils, avec nos méthodes, nos images, on peut leur
fournir des informations qui vont leur aider en leur disant, bon, ben voilà, ce secteur-là, il a plus besoin qu'on lui apporte de l'eau maintenant que l'autre. Parce que bon, il peut y avoir voilà, des conflits entre les différents usagers de l'eau. Ouais, effectivement. D'ailleurs, à ce propos, quand j'avais discuté donc, avec un agriculteur sur la question de l'irrigation, alors je ne sais plus dans quel coin exactement il était, mais il m'expliquait qu'en été, eux, ils étaient sur un terrain qui était très sablonneux, donc qui n'était pas capable de retenir beaucoup d'eau, et qu'en fait, ils étaient quasiment obligés de faire tourner, ils appellent ça les pivots, Oui. j'explique pour les spectateurs, Oui. c'est les fameuses rampes qui tournent en fait autour d'un pivot pour arroser en cercle. Et en fait, ils disaient qu'ils étaient obligés de faire tourner les pivots quasiment tout le temps parce que les pivots apportaient juste ce qu'il fallait d'eau par rapport à l'évapotranspiration en fait. C'est-à-dire que s'il faut amener, mettons, je dis une bêtise, 5 mm d'eau sur le champ, et ben la capacité du pivot était de 5 mm. Donc en fait, le truc, il faut qu'il tourne. Et ils disaient justement qu'ils étaient obligés de faire tourner aussi en plein jour. Alors apparemment, il n'y avait pas tant de pertes que ça. Et parce que justement, quand c'était vraiment la sécheresse, ils avaient pas le choix, quoi. Parce que sinon, ils perdaient leur maïs, etc., quoi. Oui, tout à fait. Il y a vraiment un impact en fait de l'eau sur la croissance et puis sur le rendement au final. Mmh. Donc c'est vrai que c'est des enjeux qui sont très importants. Et bon, vu la situation, forcément, ça sera encore plus important dans le futur. Oui, c'est ça. Et on peut imaginer, en fait, voilà, quand on a des modèles, finalement, après, on peut imaginer différents scénarios. Si on coupe l'eau à telle période, est-ce que c'est on aura les mêmes impacts sur le rendement qu'à une autre période? Quelles sont les différentes stratégies qu'on peut avoir, en fait, par rapport à ces conduites? Ah oui, ça c'est super intéressant aussi, c'est la simulation, on va dire, c'est ça. Oui, voilà, Ouais. exactement. De simuler la consommation. Alors on va passer sur l'imagerie satellite, parce que le temps passe vite, hein. Je pensais qu'on allait faire vite, mais en fait ça passe vite. Vous utilisez donc j'ai beaucoup parlé dans la vidéo d'imagerie satellite. J'ai parlé donc de Sentinelle-2A et de Sentinelle-2B, qui est donc une petite constellation de 2 satellites qui font des relevés. Donc je rappelle juste les bases. Donc sur le satellite, on a la résolution spatiale qui est notée en mètres par pixel ou en kilomètres par pixel. Donc si on dit par exemple qu'un satellite a une résolution de 20 mètres, ça veut dire que sur un pixel de la photo, on a 20 mètres. Et ensuite, on a une résolution dans le temps, c'est-à-dire le temps de revisite. Si par exemple c'est 5 jours, ça veut dire qu'on aura sur une zone une actualisation tous les 5 jours, ce qui est le cas de Sentinelle à peu près. Et bien sûr, la résolution spatiale varie en fonction du type d'outil. C'est-à-dire que si sur Sentinelle, on va varier entre, il me semble, 10 et 30 mètres, un truc comme ça, en fonction du type d'outil qu'on utilise, dans quelle bande spectrale, etc. on utilise. Alors, est-ce que vous utilisez, quel type de constellation vous utilisez, à quel type de résolution, pour avoir une idée? Oui, voilà, alors vous en avez parlé. En ce moment, on utilise beaucoup les images Sentinelle-2 parce qu'elles sont gratuites, elles sont déjà pré-traitées, elles sont délivrées sur une plateforme qu'on appelle Theia, qui est accessible à tout le monde. Donc, il y a plein d'avantages. Et sur nos secteurs, c'est même tous les 3 jours, on a des images. D'accord, 3 jours. Voilà. Alors, évidemment, c'est des images, s'il y a des nuages, on ne voit rien. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une fréquence assez élevée. Et puis, on utilise effectivement plusieurs bandes spectrales, que ce soit dans le visible, donc il y a des bandes dans le vert, le rouge, le proche infrarouge, le moyen infrarouge. Donc, et ça va nous permettre de combiner ces réflectants, ces bandes spectrales, pour avoir des indices de végétation qui vont nous permettre de distinguer mieux les cultures. Voilà. D'accord. Et alors, on a utilisé par le passé, on utilise toujours un petit peu aussi des satellites américains, qui sont des Landsat, qui ont en fait qui ressemblent un peu à Sentinelle-2, mais qui sont tous les 16 jours seulement. Donc, comme il y a des nuages, ça fait une seule image globalement par mois, donc c'est pas suffisant parfois pour vraiment suivre le développement des cultures. Mais il y a l'avantage d'avoir plus de bandes, notamment des bandes thermiques. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir des bandes thermiques. Donc, on a toute une panoplie de satellites maintenant qui sont de plus en plus accessibles, donc, et qui sont faciles à télécharger.
Donc on combine un petit peu tout ça. Je précise que c'est pas vos satellites, hein, les satellites n'ont pas été tirés spécialement pour le Oui, laboratoire d'Avignon. Non, mais c'est vrai que c'est un truc, dans la vidéo, je le sous-entends, mais je le dis pas directement. Ce sont des satellites en fait qui servent à tout un tas d'applications oui, dont les données ensuite sont disponibles pour des laboratoires, je suppose aussi pour du privé, oui, des entreprises, etc., etc. Et cetera. Et donc, par exemple, Sentinel, c'est l'ESA, donc l'agence spatiale européenne, qui a mis en place le programme. Voilà, et il y a aussi des satellites commerciaux. Il y a des constellations. Est-ce que d'ailleurs, imaginons, vous avez un budget limité, voilà. Est-ce qu'il y a des constellations, on va dire, plus précises, des satellites, on va dire, de luxe qui pourraient être oui. utiles? Oui, oui, maintenant il y a ce qu'on appelle des microsatellites qui ont des résolutions encore plus fines, hein, de l'ordre du mètre. Il y avait avant des satellites qui étaient utilisés plus pour le domaine militaire et qui sont maintenant accessibles, mais effectivement, il faut payer souvent ces satellites. Il y a toute une plateforme qui s'appelle Planète qui propose toute une série comme ça d'images qui proviennent des différents satellites qui ont une très très fine résolution. Mm. Voilà, donc effectivement, quand on a les moyens, on peut récupérer, mais après, il faut aussi, ça demande du temps de calcul et il faut de la place parce que ça prend beaucoup de place aussi, toutes ces images, quoi. Voilà. Oui, oui, bah oui, parce que plus on augmente la résolution, forcément, sur l'ensemble du globe, je sais plus où est-ce que j'étais tombé en faisant mes recherches, mais j'avais vu que ça prenait quand même pas mal de place si on voulait télécharger des données. Ça commence à chiffrer, ça monte très très vite en place. Mm. D'ailleurs, je m'étais renseigné je m'étais dit tiens, je vais m'acheter des images satellites. Et en fait, si on veut des images fraîches d'une zone, il y a une surface minimale à commander. Je crois que c'était 100 sur le truc que j'avais vu, c'était 100 km². Et il fallait que je lâche au moins 300 balles. Donc bon, je me suis dit, on va utiliser les données de Sentinel, ça ira très bien. Je pense que, en fait, ça dépend si vous voulez, oui, si vous voulez des données toutes fraîches, quoi, d'hier ou de la semaine. Alors, la blague que je voulais faire, en fait, c'était faire un signe au sol au moment où le satellite passait, en fait. Et je m'étais dit, ça aurait été drôle de dessiner un truc par terre. Parce que je voulais le faire pour Sentinel, mais vu que la résolution est de 10 mètres, enfin, il faudrait faire un truc énorme. Oui, bon, il Voilà. faut faire un truc énorme quand même. Voilà. Et du coup, je m'étais dit, hein, voilà. Mais en fait, quand j'ai vu les prix, je me suis dit, bon, le délire, on attendra. Euh, Il y a quand même donc sur ces fameuses plateformes, maintenant, il y a des archives qui sont ouais. mises à disposition à très fine résolution. Alors, c'est des images dans le passé, mais on voit vraiment plein de choses aussi, hein. Donc, voilà. Bon, voilà. Alors, plusieurs questions pour rebondir là-dessus. Les nuages, est-ce que ça pose problème dans tout le spectre ou pas? Est-ce qu'on peut quand même utiliser, parce que enfin, les nuages, je crois qu'ils sont perméables enfin, ils sont imperméables qu'à une certaine fréquence. Donc, est-ce que ces nuages empêchent toute observation ou est-ce qu'il y a moyen d'avoir quand même des données? Oui, alors il y a tout ce qui est dans le domaine du radar. Oui. Donc, il y a des satellites Sentinelle-1, cette fois-ci, qui permettent d'avoir des signaux et qui passent à travers les nuages. Donc, on récupère des informations sur la surface et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde qui utilise ces images radar pour avoir des informations, notamment sur l'humidité de surface, sur la rugosité, la biomasse de la végétation. Donc il y a vraiment aussi des utilisations et on commence, nous, à s'y intéresser aussi dans notre laboratoire parce que le signal est un peu plus complexe à analyser que les images visibles de Sentinelle-2. Mhm. Voilà, il faut avoir les compétences. Il y a des laboratoires à Montpellier et à Toulouse qui travaillent sur ces images radar notamment beaucoup. Oui, parce que la surprise que j'ai eue, c'est que je pensais que tous les capteurs sur les satellites étaient des capteurs passifs, hein, c'est-à-dire qui recevaient juste en fait donc le soleil qui irradie la Terre et puis on reçoit la donnée. Et en fait, non, il y a des radars actifs qui ont un radar qui émet, qui éclaire en fait, comme on dit, hein, qui éclaire une zone, un petit Oui, peu comme un radar militaire, quoi. oui. Il y a voilà, il y a des systèmes actifs et passifs, et effectivement actifs qui vont récupérer le signal
voilà, et on essaye ensuite d'en récupérer une information utile sur les surfaces. Donc c'est intéressant aussi parce qu'on peut avoir une information sur les 5 premiers centimètres de la surface. Donc on n'est pas complètement sur la partie extérieure, quoi, en fait, du sol. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai 5 cm de profondeur. C'est quand même assez incroyable de pouvoir savoir l'humidité sur une épaisseur du sol. Euh, c'est quand même assez fou. En termes de résolution spatiale sur les radars, on est sur du combien à peu près? Alors, Sentinelle-1, là, donc les derniers, là aussi, Oui, voilà, c'est aussi 10 mètres. 10 mètres, d'accord. Ça, c'est tous les 6 jours. Et il y a des cartes d'humidité qui sont réalisées. Il y a des algorithmes qui ont été proposés. Après, elles viennent de sortir. Donc, il y a encore tout un travail d'évaluation, justement, et d'aller sur le terrain pour vérifier si effectivement on a des bonnes informations sur l'humidité et sur différents types de couverts. Parce que sur les vergers, par exemple, c'est assez compliqué puisqu'on a le couvert et on imagine que d'avoir des informations sur la surface en dessous, c'est plus compliqué à extrapoler. Mais voilà, donc là, pour les plus fins, c'est 10 mètres. Ouais. Et D'accord. puis après, sinon, il y a beaucoup plus large, en fait, hein, pour travailler à l'échelle du globe. Alors, juste pour terminer justement sur la résolution spatiale et temporelle, euh, est-ce qu'il y a on va dire, est-ce que dans le futur, on suppose que, notamment avec ce qu'on appelle le New Space et la course à l'espace qui a en ce moment, je sais qu'il y a pas mal de projets de plein d'entreprises qui veulent se lancer dans des constellations de satellites qui observent la Terre de plus en plus, etc. Qu'est-ce qu'apportera l'augmentation de la résolution et l'augmentation de la résolution? Qu'est-ce que ça apporte en plus? Est-ce que par exemple il y a des nouvelles données qu'on pourra extraire ou on a juste en fait une amélioration juste de la précision des calculs? Alors en fait, c'est sûr que plus c'est fin dans le temps, mieux c'est parce qu'on va pouvoir suivre le calendrier en fonction des pluies qui arrivent. Est-ce qu'il faut apporter de l'eau ou pas? Donc on imagine que c'est important d'avoir un pas de temps très fin euh, voilà, pour suivre tous les événements climatiques et le développement des cultures en même temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la résolution temporelle. Mhm. Donc l'idéal, c'est d'avoir des données tous les jours. Et puis très fin aussi spatialement. Pourquoi? Parce que si on veut vraiment économiser l'eau, et puis même aussi tout ce qui est fertilisation, on parle beaucoup de ferti-irrigation, c'est-à-dire que souvent on apporte même les deux en même temps. Mhm. Eh bien, voilà, on peut avoir des hétérogénéités à l'intérieur d'une parcelle, suivant le type de sol, où le semis n'a pas été correctement effectué. Il y a une densité de plantes plus importante à un endroit que l'autre. Et donc, il va falloir apporter plus d'eau à un endroit qu'à un autre, même à l'échelle de la parcelle. Donc, on peut faire des économies à des échelles aussi fines. Donc, plus on a une résolution fine, plus vous avez déjà dû voir, quoi, il y a des capteurs embarqués maintenant sur les tracteurs, en Mhm. fait, où on peut doser la fertilisation suivant les hétérogénéités de sol. En gros, on pourrait imaginer des systèmes voilà, qui vont utiliser des images. On utilise parfois des images de drones, mais le drone, en fait, c'est manuel et on ne peut pas les faire voler tous les jours et puis partout. Voilà. Justement, on parlait donc des algorithmes, on parlait de l'imagerie satellite. Il y a forcément une phase de calibration et d'apprentissage. Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des champs de référence que vous allez sur place? Vous avez des zones, par exemple, et puis vous faites des mesures sur place et vous comparez avec les images satellites. Comment ça se passe? Oui, c'est tout à fait ça, hein. D'accord. La plupart du temps, que ce soit pour faire une carte d'occupation de surface, on a besoin d'aller sur le terrain et d'avoir nos zones de référence, de savoir si telle parcelle c'est du blé ou du riz, etc. Et puis, si on s'intéresse au développement, de savoir à quel stade est la culture. Donc ça, il n'y a pas d'autre moyen d'aller sur le terrain et d'aller observer ou de faire des mesures. Voilà. D'accord. Et donc, en termes de moyens, on a parlé des satellites, on a parlé donc voilà, de l'imagerie satellite, tout ça dans la vidéo.
Mais de ce que j'ai compris, il y a aussi d'autres outils que vous utilisez, notamment les drones. Donc, dans quel cadre on les utilise? Voilà, à quoi servent les drones dans ce genre de situation? Alors, les drones, en fait, dans notre laboratoire, il y a une équipe en particulier qui utilise les drones, qui s'appelle l'équipe CAPT, qui, dans des programmes pour suivre le phénotypage. Alors, le phénotypage, c'est lorsqu'on croise, en fait, différentes variétés, où on a croisé le climat, le sol et les variétés. Et on fait plein d'essais pour voir quelles sont les plus résistantes à la sécheresse ou à telle maladie. Et c'est sur des petits emplacements, mais il y en a beaucoup. Il y a plein de croisements possibles. Et pour éviter de faire des tas de prélèvements qui sont destructeurs, couper, peser les feuilles, compter le nombre d'épis, ben, on utilise des drones qui vont passer sur ces essais, toutes ces parcelles, et ces drones vont prendre plein d'images dans plein de bandes spectrales, et avec des algorithmes de deep learning là, qui sont à la mode, d'apprentissage profond. En fait, il va y avoir aussi des observations où on aura compté le nombre d'épis ou les feuilles malades, etc. Et en fait, ces drones, eh bien, ils vont vraiment beaucoup nous aider parce que automatiquement, on va pouvoir en sortir des indicateurs ou des variables qui vont nous dire telle variété ou va être plus performante que telle autre, il y aura plus d'épis ou elle sera plus résistante. Voilà. Donc ça, il y a des gros programmes de recherche voilà, sur l'utilisation des drones pour aider en fait voilà, sur ce type d'essai. Et puis, de plus en plus, il y a des agriculteurs qui s'intéressent aux drones aussi pour suivre l'état de leurs parcelles. Parce qu'on a des images à très fine résolution. Donc, du coup, on peut voir des hétérogénéités, des détections peut-être de maladies précoces, ajuster un peu aussi les traitements. Ça résout Voilà. aussi le problème des nuages. Ça résout le problème des nuages. Après, il faut savoir s'en servir. Et puis, des fois, il faut quand même couvrir Enfin, il y a des exploitations qui sont assez grandes, donc on ne peut pas couvrir toutes les parcelles. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les satellites, voilà, plus ils sont fins, mieux c'est. Parce qu'il faut aussi parfois des autorisations pour piloter des drones. Donc, il y a aussi des contraintes, en fait, d'utiliser. Sur les drones, c'est pas des caméras, donc c'est pas la caméra du commerce qui est montée dessus, de ce que j'ai compris, il y a aussi de l'imagerie multispectrale montée sur le drone. Oui, alors voilà, il peut y avoir les deux. Il peut y avoir D'accord. des caméras qui sont commerciales, des caméras thermiques. Il peut y avoir des caméras voilà, visibles. Et puis, il y a des caméras qui sont spécifiques, un peu comme des mini-satellites qui vont être multispectrales avec plusieurs bandes. Et donc, on prend plusieurs images en même temps dans différentes bandes. D'accord. Est-ce que vous utilisez aussi des images prises par avion ou alors ça c'est le truc à l'ancienne qu'on n'utilise plus maintenant? Eh ben, on en utilise de moins en moins. Moi, il y a quelques années, oui, je l'utilisais beaucoup, en fait. Il y avait une caméra thermique sur un avion et on avait la chance d'avoir un pilote dans notre labo qui pouvait emprunter un avion à côté de l'aéroport d'Avignon. Et on effectuait des vols sur certains secteurs de l'accro. Et c'est intéressant parce qu'on voit aussi très finement avec des caméras thermiques les zones qui ont besoin d'eau ou qui viennent d'être irriguées. Et ça donne beaucoup d'informations aussi. Bon, maintenant, voilà, c'est vrai qu'on l'utilise un peu moins. On utilise plus les drones ou les satellites. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres outils, on va dire, sur le terrain qui sont utilisés, sur lesquels on pourra avoir un petit mot ou on a fait le tour D'autres outils, alors voilà, donc il y a des capteurs qui sont embarqués sur tracteurs parfois. En fait, les outils, enfin nous, effectivement, maintenant, peut-être que vous en avez peut-être rencontré, il y a des agriculteurs qui aiment être de plus en plus informés, connectés via leur smartphone. Donc, il y a des applications qui se développent sur un smartphone où on peut recevoir les images des satellites avec les parcelles. Ils souscrivent un service qui va leur permettre en fait de suivre un petit peu pareil, l'ensemble de leur domaine.
Et nous, finalement, on essaie de développer des méthodes qui soient plus précises et pour aller jusque-là, en fait. Euh, on va terminer cette petite interview sur le futur. Le futur, est-ce que vous avez des outils en développement? Comment on peut imaginer à partir de ces outils, on va dire je vais reformuler. Quelles seraient les prochaines étapes de développement de la recherche dans ce domaine par rapport donc à tout ce qui est mesure de l'eau, etc. Alors là, actuellement, on est en train de travailler plus sur des vergers. Donc, c'est des couverts qui sont hétérogènes, en fait, par définition, parce qu'il y a des arbres, mais pas que. Mhm. Il y a entre les arbres, il peut y avoir de l'herbe, mais il peut y avoir aussi d'autres choses avec l'agroécologie, l'agroforesterie. Euh, voilà, il peut y avoir des mélanges de cultures, d'herbes qui vont consommer différemment. Et donc, c'est des systèmes qui sont complexes par définition, et là, sur lesquels on ne comprend pas tout encore le fonctionnement et quelle sera la réponse du satellite pour bien avoir les indicateurs qui nous intéressent sur l'eau. Donc, on a plusieurs projets, que ce soit en Crau, dans le Nord Vaucluse. Et il y a vraiment un challenge avec différentes unités de recherche. Il y a des partenaires aussi européens, notamment des Espagnols, qui ont développé des petits capteurs à mettre sur l'arbre. Donc, on va explorer en fait à la fois des capteurs, des satellites, des différentes méthodes. Et je trouve que c'est assez enthousiasmant de travailler avec plein de composantes et d'approches différentes pour aller améliorer finalement ces méthodes de gestion de l'eau sur ces couverts, sur les vergers, surtout dans notre région, parce qu'il y en a tout plein. Mhm. Et il y a des besoins d'eau qui sont importants. Merci Dominique, et je vous laisse le petit mot de la fin. Oui, merci aussi à vous. J'espère avoir été claire. En tout cas, si je ne l'ai pas été, il ne faut pas hésiter. Il y a des portes ouvertes à l'INRAE qui permettent de mieux comprendre les recherches que l'on fait sur la région PACA. Et puis aussi des fêtes de la science. On participe à différents ateliers. Et donc, on est toujours content d'avoir des questions et d'y répondre pour mieux transférer ce que l'on apprend et ce que l'on développe. Voilà. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Allez, salut amis bidouilleurs et bidouilleuses.